Donc aujourd'hui, on va vous parler de motivation. Donc la thématique de ce webinaire, c'est comment savoir si vos candidats sont vraiment motivés. Donc ce que l'on va aborder, tout d'abord, c'est une petite définition de la motivation. Qu'est-ce que ça veut dire être motivé de manière très concrète? Ensuite, nous explorerons les différentes sources de motivation qui peuvent exister, parce qu'on verra que la motivation, c'est pas simplement un concept monolithique. On n'est pas motivé ou pas motivé en soi. Il y a toute une série de facteurs qui peuvent motiver les personnes. Ensuite, nous ferons un point sur la meilleure manière d'évaluer les motivations de vos candidats ou de vos collaborateurs en interne, mais au-delà de l'entretien. On fera un point ensuite sur l'impact des différentes sources de motivation sur l'engagement des collaborateurs, cette fois-ci au long cours, c'est-à-dire concrètement, est-ce que le fait d'avoir des personnes motivées dans votre équipe, ça change vraiment quelque chose? Est-ce que ça crée une vraie différence ou est-ce que c'est simplement des petites modifications à la marge? On verra ensuite comment vous pouvez faciliter l'intégration et le management grâce aux indicateurs de motivation. C'est-à-dire, est-ce que la prise en compte des motivations, ou plutôt comment la prise en compte des motivations vous permet d'aller bien au-delà simplement de la période de recrutement et de présélection de vos candidats. Et enfin, si vous avez des questions, bien évidemment, nous serons là pour y répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on se présente très rapidement. Alors, en ce qui me concerne, je m'appelle David Bernard, je suis psychologue du travail de formation et CEO fondateur d'Assess First, qui est une société Assess First pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est une société qui est vraiment spécialisée dans ce qu'on appelle le recrutement prédictif, c'est-à-dire que notre objectif, ça va être de vous permettre d'identifier, de prédire la capacité de vos candidats à réussir et à être heureux, épanouis, engagés en poste. Et pour ça, on va s'appuyer sur tout ce qui est autre que le CV, c'est-à-dire on va se baser principalement sur l'analyse du potentiel de vos candidats et de vos collaborateurs, c'est-à-dire sur qui ils sont plutôt que ce qu'ils peuvent dire d'eux-mêmes dans un profil LinkedIn ou dans un CV. Et en ce qui me concerne, Christophe Poireux, je suis chef de projet chez Assess First au niveau des projets de recrutement prédictif. Donc tout ce qui est de l'accompagnement de nos clients à mettre en place des process vraiment très précis et du state of the art en ce qui concerne le recrutement prédictif. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, c'est de commencer par une petite définition de qu'est-ce que être motivé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est que lorsque l'on va s'intéresser au recrutement des collaborateurs ou à la gestion de leur mobilité en interne, il y a deux aspects qui sont indissociables et qui sont particulièrement importants à investiguer. La première de ces aspects, c'est évaluation de la capacité des personnes à faire le job. Alors bien évidemment, la prise en compte des compétences techniques, c'est quelque chose qui est important. C'est un petit peu les compétences techniques, le socle indispensable sans lequel ça va être compliqué de faire le job. Mais si on veut identifier des personnes qui ont vraiment cette capacité à créer de réelles différences au sein de l'entreprise, au sein de leur équipe, dans leur job, il va falloir s'intéresser à qui ils sont. Qui ils sont, on va l'appréhender au travers de deux choses. La personnalité, c'est-à-dire comment concrètement je vais me comporter au quotidien, en situation normale, en situation de stress, et on va s'intéresser également à leur capacité de raisonnement, ce que les personnes peuvent faire, la capacité à raisonner, à apprendre de nouvelles choses, l'aptitude à penser vite, et ainsi de suite. Donc ces deux aspects, personnalité, raisonnement, vont nous renseigner sur la capacité de la personne à faire, ce qu'elle peut faire. Mais bien évidemment, point indissociable, ce qu'elle veut faire. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose, qu'on peut faire quelque chose, qu'on a forcément envie de le faire. Donc, ce que la personne veut faire, ça, on va l'appréhender au travers de l'évaluation de ses besoins fondamentaux, de ce qui la met en mouvement, de ce qui l'énergise, c'est-à-dire de ses motivations. Pour illustrer ce point, ce que je vous propose, c'est de regarder ce petit graphe. Admettons qu'on s'intéresse à la capacité des personnes à faire le job. Donc, on a 32 candidats. On va pouvoir, au terme de différentes évaluations, anticiper leur capacité à réussir en poste, leur capacité à faire le job. Okay? Donc, on voit qu'on a un positionnement, mais qui va être un positionnement unidimensionnel. On a positionné l'ensemble des personnes sur un axe, avec tout en haut les personnes qui ont a priori le plus fort potentiel pour faire le travail, pour exécuter les tâches, les missions, réaliser ce que l'on attend d'elles.
et tout en bas, les personnes qui auront peut-être davantage de difficultés. Mais ça nous donne simplement une seule partie de l'histoire. Pourquoi? Parce que si l'on ajoute un autre axe avec l'évaluation de ce que la personne veut faire, c'est-à-dire on n'est pas seulement dans la prédiction de est-ce que la personne pourra exécuter, réaliser les tâches, mais est-ce qu'elle aura l'énergie, l'envie de se consacrer à ces tâches, eh bien on voit que ça raconte une toute autre histoire. C'est-à-dire que si je prends, donc là on voit qu'on est maintenant sur deux grandes dimensions, et si on s'intéresse par exemple à deux personnes en particulier, donc Julien à gauche, Alexis à droite, donc pour le cas de Julien, on voit qu'il a même un positionnement qui est un petit peu au-dessus de celui d'Alexis dans la capacité à faire le job, mais en revanche, on se rend compte que s'il peut le faire, c'est pas pour ça qu'il va vouloir forcément le faire. On voit qu'il y a un décalage entre ses motivations fondamentales, ses besoins fondamentaux, et ce que l'environnement offert par l'entreprise, le poste et l'équipe va permettre de faire. Alors que quand on regarde Alexis, on voit qu'il cumule à la fois cette capacité à faire le job et également cette volonté de s'engager de manière proactive dans l'activité. Donc si l'on analyse ensuite les profils des 32 personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir émerger 4 typologies de candidats ou de collaborateurs. Donc ceux qui peuvent faire le job mais qui n'ont pas forcément envie. Donc là, souvent, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que lorsqu'on rencontre ces personnes en entretien, on se dit qu'elles pourraient en effet faire l'affaire. On peut être tenté de les recruter, mais lorsqu'on les recrute, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont rester engagées, mais sur une très courte période. En dessous, on va trouver les personnes qui ne peuvent ni faire le job et qui n'ont ni l'envie de le réaliser. Bon, là, généralement, c'est à ce moment-là qu'il faut passer votre chemin. On a ensuite donc des candidats qui pourraient être motivés, qui sont motivés pour réaliser le job, donc qui ont les besoins fondamentaux qui sont en ligne avec ce que vous offrez dans votre entreprise à ce poste précis, mais qui n'ont pas forcément la capacité à faire le job. Donc là, on va pouvoir accompagner ces personnes, soit au travers de la formation, soit au travers du coaching, mais quoi qu'il en soit, il sera fondamental de bien identifier quels sont les écarts du point de vue de la capacité à faire le job entre là où se situe le candidat aujourd'hui et bien évidemment là où vous l'attendez pour aujourd'hui et voir là où vous aimeriez qu'il soit demain. Mais bien sûr, les candidats sur lesquels nous vous conseillons chez Assessor de vous concentrer sont les candidats qui vont cumuler à la fois cette capacité à faire le job, mais également cette envie de s'engager activement dans le cadre de l'activité. Donc la motivation, c'est quoi? Cette notion de motivation, on la rapproche souvent d'une notion d'activation. D'activation de quoi? Du potentiel. C'est-à-dire que c'est ce qui va permettre, quand on appréhende, quand on analyse le potentiel des personnes, par exemple, prenons 6 personnes qui sont à un point A, et qu'on souhaite emmener à un point B, ça va conditionner la vitesse, l'énergie, que les personnes vont mettre dans leur activité, et donc tout ça, ça conditionne au final leur capacité à arriver à destination. Et donc il y a différentes sources de motivation, d'accord? Et donc ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a refondu en fait l'outil d'évaluation des motivations, donc avant de sortir le questionnaire Drive, donc qui est aujourd'hui l'un des outils les plus pertinents pour évaluer les motivations des candidats. Donc on avait un autre outil. Donc pourquoi on a refondu cet outil? Parce qu'on s'est intéressé à la notion de motivation, mais vraiment de manière extrêmement globale. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ce qui est intéressant, c'est pas simplement d'être motivé en soi, mais d'être motivé pour réaliser le job, mais la motivation, elle va se jouer à différents niveaux. On peut être motivé déjà à rejoindre une entreprise en particulier parce qu'on va se reconnaître dans les valeurs de cette entreprise, il va y avoir une certaine cohérence, une certaine congruence entre les valeurs présentées par la structure et celles qui nous animent profondément. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être au niveau de l'équipe en place, des personnes avec lesquelles on va travailler. On peut être en effet mis en mouvement par cette envie de coopérer, de collaborer ou tout simplement de suivre certaines personnes. Et enfin, les motivations intrinsèques liées aux tâches. Donc on a fait une petite revue théorique, enfin même pas une petite revue, une revue complète en fait de l'ensemble des théories qui étaient disponibles sur le champ de la motivation. Et ce dont on s'est très très vite aperçu, c'est que c'est pas du tout comme dans le champ de la personnalité. Autant dans le champ de la personnalité, il y a aujourd'hui des modèles qui sont très largement établis, comme le modèle par exemple des Big Five,
de Costel McRae, qu'on va retrouver dans toutes les cultures, sur tous les points de la planète, et qui permettent de bien comprendre les différences interindividuelles, c'est-à-dire les différences de comportement que l'on peut observer entre les uns et les autres. Eh bien, autant, pour la partie motivation, on a quelque chose de beaucoup plus hétérogène avec des modèles qui vont être très, très, très différents selon que l'on est dans un cadre théorique ou dans un autre. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une revue de l'ensemble de ces modèles et nous avons choisi de n'intégrer, eh bien, dans le modèle Assessfer que les motivations qui avaient un impact radical, un impact très, très fort, eh bien, sur la capacité d'une personne à évoluer de manière positive, donc dans les 3 grands domaines, au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe et dans un job en particulier. Donc on va retrouver donc ces 20 motivations réparties en 4 grands pôles, ce que la personne veut faire, comment elle veut le faire, dans quel cadre elle veut le faire, et également et surtout, pourquoi elle veut le faire. Qu'est-ce qui va la mettre en mouvement, après quoi, pour la personne entre guillemets. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore complété le questionnaire Drive, donc ce qu'on vous proposera à la fin du webinaire, c'est de vous envoyer donc un petit lien d'accès et vous verrez, c'est super sympa, ça vous permettra en 10 à 12 minutes grand maximum de compléter le questionnaire et vous pourrez découvrir énormément de choses particulièrement pertinentes justement sur vous-même, sur ce qui vous met en mouvement et souvent, ce qui est intéressant, c'est que bon, autant on n'a pas trop on a moins de surprises quand on passe un questionnaire de personnalité, parce qu'au final, on sait un peu déjà quels sont les comportements qu'on présente de manière privilégiée. Mais autant sur les motivations, on va pas tous les jours se poser la question de pourquoi on se lève le matin. Et donc vous verrez que c'est très très intéressant la manière dont c'est conçu. Ça fonctionne un petit peu comme un entonnoir. On va vous poser des questions finales assez simples, mais le résultat est assez bluffant. Et donc, ce qu'on a fait avec ces 20 motivations ensuite, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle des analyses factorielles, donc c'est des analyses stats un peu compliquées, et qui permettent en gros de résumer ce modèle de 20 motivations. Et ce qui est génial, c'est qu'on a trouvé un modèle en 2 grands facteurs. On va avoir d'un côté les motivations qu'on appelle dynamisantes, qui vont nous pousser à l'action, et d'un autre côté, on se rend compte qu'il y a certaines familles qui sont plutôt des motivations de préservation, ou ce qu'on appelle parfois, ou également des motivations de stabilisation. Alors, pour bien comprendre la différence entre ces 2 familles de motivation, il est très, très, très important de bien avoir en tête la notion de zone de confort, zone d'adaptation, zone d'effort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenons, eh bien, ce petit cercle bleu. Ce cercle bleu, c'est quoi? Il faut imaginer que c'est votre zone de confort. Que là-dedans, eh bien, il y a tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire. Un peu, on va dire, sans trop vous bousculer, avec une certaine aisance, avec un certain confort. Dès que vous allez sortir de cette zone de confort, eh bien, ça devient ce qu'on appelle la zone d'effort. C'est-à-dire que vous aventurez au-delà de cette zone bleue, ça va vous demander, eh bien, de déployer une énergie supplémentaire, de vous mettre en danger, de vous confronter à l'incertitude, à ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est mis en mouvement principalement par des motivations de préservation? Et bien souvent, ce que l'on a pu observer au travers des différentes études que nous avons réalisées sur le terrain, c'est que les personnes qui restent dans leur zone de confort, donc ont beaucoup de motivation de stabilisation, préservation, eh bien justement, elles ne sortent pas trop de la zone de confort. Et ce qui se passe généralement, c'est qu'à force de rester dans cette zone va finir par s'atrophier, allant jusqu'à provoquer parfois une paralysie du passage à l'action. Donc une difficulté de plus en plus croissante des personnes, eh bien, à se mettre en danger dans le cadre de leur activité. Alors que les personnes, eh bien, qui sont mises en mouvement principalement par des motivations dynamisantes, ce sont des personnes qui vont aimer s'aventurer au-delà de leur zone de confort. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'elles vont être tout à fait à l'aise, mais en tout cas, ça va constituer une espèce de zone d'adaptation où on n'est pas complètement confortable avec la situation, mais on va quand même le faire. Et souvent, ça sera le rôle du manager, ça peut être le rôle d'un coach, d'accompagner la personne pour l'aider à passer de la zone de confort à la zone d'adaptation. À force d'évoluer dans cette zone d'adaptation, ça va aboutir à la création d'une zone de confort élargie. C'est-à-dire que la personne va être de plus en plus à l'aise dans des environnements qui ne lui sont pas familiers, et la personne va comme ça, de proche en proche, pouvoir développer pleinement son potentiel et sa capacité d'adaptation. Ce qui sera de plus en plus important, notamment dans le contexte de transformation digitale dont on parle beaucoup actuellement et qui nécessite de plus en plus de faire avec un environnement où tout va plus vite, il y a plus d'incertitude, de complexité, d'ambiguïté. Donc on ne peut que vous inviter à être vraiment attentif
à la bonne qualification, à la bonne évaluation des sources de motivation de vos collaborateurs et de vos candidats. Donc comment, Christophe, est-ce qu'on peut évaluer ces motivations au-delà de l'entretien? Une bonne question. Oui, donc, effectivement, pour raccrocher au sujet de l'entretien, donc en fait, ce qui va vous concerner en particulier, que vous soyez recruteur ou candidat, donc comment est-ce que ces motivations vont pouvoir se mesurer dans l'entretien, mais aussi après? Parce qu'on va voir que, en fait, quel est le problème de l'entretien à ce niveau-là? C'est que l'entretien ne fonctionne pas spécialement pour évaluer les motivations. Très souvent, ce qu'on va chercher, en fait, c'est le candidat motivé, le candidat qui, à la fin de l'entretien, va pouvoir dire ce candidat est motivé. Mais au final, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, pas grand-chose. La motivation en soi, c'est qu'une chose abstraite. Et nous, ce qu'on a fait derrière toutes les études pour construire le questionnaire Drive, ou en tout cas pour l'évaluation, pour l'exploitation des motivations en soi, c'est de définir très concrètement quelles sont les motivations, et comme David l'a dit, les motivations dynamisantes et les motivations de préservation. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est d'une part parce que d'un côté, le candidat veut un job et pas ce job. C'est-à-dire que le candidat, dans 80% des cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va postuler en fait pour obtenir un métier, parce qu'on a tous besoin de gagner un petit peu d'argent dans notre vie finalement. Et ce qui fait que la raison première de sa candidature, la raison première de son action vers vous, ça va pas être pour rejoindre l'entreprise que vous portez, ou alors que vous représentez en tant que recruteur, en tant que cabinet de recrutement par exemple. Et là, c'est super important parce que en fait, vous pouvez potentiellement passer à côté de quelque chose. Le candidat va tout simplement vouloir aller vers l'avant, mais c'est pas où il veut aller. L'autre sujet là-dessus, c'est aussi que simplement la motivation est postable dans le temps. La motivation en général avec un grand M, ça va être en fonction de mon humeur, en fonction de mes besoins du moment. Et en fait, c'est aussi pour ça que nous, de notre côté, on va étudier les 20 motivations fondamentales des personnes pour voir globalement, enfin très concrètement, au niveau de l'activité, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils rechercheront, même quasiment tout au long de leur vie. Au niveau du management recherché, qu'est-ce qu'ils vont aussi, après quoi ils vont courir. En termes d'équipe, qu'est-ce qu'ils vont rechercher, et aussi en termes de culture organisationnelle, qu'est-ce qui va les faire vibrer. Et en troisième, c'est que en fait le job n'est pas toujours clair pour eux. C'est aussi pour ça que très majoritairement les candidats vont postuler pour un job pour un job et pas forcément pour pour ce job. C'est parce que la fiche de poste n'est pas forcément claire, les attentes ne sont pas forcément bien identifiées, et ce qui fait que pour mesurer sa motivation pour quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait on est très mauvais. On est très mauvais pour faire ça. Mais aussi en soi on est très mauvais pour l'exercice d'introspection qui va être de se sonder, se dire tous les matins on va pas se lever en se disant ok, qu'est-ce qui m'anime au quotidien. Très très clairement là on sait comment est-ce qu'on va agir, mais après pour savoir ce qu'on veut c'est plus compliqué. En revanche on est super bon pour savoir ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'on a eu des expériences qui font que très clairement on sait ce qui nous repousse, ou alors globalement on en a une idée qui fait qu'on sait vers quoi on ne veut pas s'orienter. Mais ça, c'est la mauvaise partie de l'équation. Et en plus de ça, c'est que dans le cadre de l'entretien, en fait, on est aussi assez bon en général pour savoir ce que le recruteur veut entendre. Et du coup, pour se vendre. Alors que au final, c'est pas, ce que la personne en fait qu'on devrait réussir à convaincre le plus lorsqu'on recherche un job, c'est nous en fait. Très très concrètement. Et ça, en fait, comment est-ce qu'on va les évaluer? Donc David l'a présenté. C'est avec le questionnaire Drive, qui est notre questionnaire de motivation en 20 facteurs, et qui se passe en 10 à 12 minutes, un système de 90 questions où en fait vous allez choisir entre deux propositions à chaque fois la proposition qui vous correspond le plus. C'est-à-dire on va vous demander deux phrases et vous allez vous dire de quoi je me rapproche le plus. En fait, ce qui fait que en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est tout simplement qu'est-ce qui vous anime le plus au quotidien. Et ça nous permet d'évaluer en moins de 12 minutes ce qui vous fait vous lever le matin et en fait ce que vous allez rechercher dans le job. Alors, quel est l'impact au final de ces différentes motivations sur l'engagement au long cours des collaborateurs? Donc, est-ce que vraiment avoir des personnes motivées pour faire, non pas comme l'a spécifié Christophe, un job, mais ce job en particulier, est-ce que vraiment ça va avoir un impact sur les résultats que la personne va délivrer?
Eh bien, pour voir cet exemple, prenons 32 personnes, donc pour lesquelles on a pu évaluer leur volonté de faire le job, leur capacité à faire le job, mais également leur envie de faire le job. Okay, donc, on va se centrer tout d'abord uniquement sur les personnes qui ont la capacité à exécuter les tâches qui sont requises. Ensuite, eh bien, on va constituer deux catégories de collaborateurs. On va constituer la catégorie des personnes qui sont hautement motivées pour faire le job à droite et la catégorie des personnes qui sont moins motivées pour faire le job à gauche. Eh bien, ce que l'on a pu observer, c'est que les personnes qui sont les plus motivées, dont les moteurs internes sont parfaitement alignés avec ce qui est requis eh bien, pour s'engager dans le job, vont avoir, c'est pas une découverte, hein, mais un engagement qui va être plus fort. Comment on a pu le mesurer? Tout simplement, eh bien, en posant des questions. Hein, on a fait passer un petit questionnaire d'engagement aux personnes, donc à 3 mois après la prise de poste, 6 mois après la prise de poste, 9 mois et 12 mois après la prise de poste. Ce que l'on a pu observer, c'est des différences significatives, notamment sur les items suivants. Je me sens pleinement engagé dans mon activité professionnelle. Donc, on a une différence de quasiment, donc de 1,8 points, quasiment 2 points entre les personnes les plus motivées, les moins motivées. Je mets une grande part de mon énergie au service de mon travail. Là encore, donc on a 2,1 points de différence. Et lorsque je rencontre des difficultés au travail, je redouble d'efforts. Là, on a vraiment quelque chose d'hyper significatif avec plus de 3 points de différence dans les réponses entre les personnes dont les motivations étaient alignées par rapport au job et celles dont les motivations étaient en fort décalage par rapport au job. Autre élément qui va être assez marquant également, c'est que à compétence égale, c'est-à-dire à capacité à faire le job strictement équivalente, les personnes hautement motivées vont avoir des résultats qui vont être bien supérieurs. Ce que l'on observe en effet, c'est que les personnes qui sont animées par des motivations concordantes avec ce que le job permet de satisfaire au quotidien vont être quasiment 2 fois plus performantes dans la durée, sur la durée. Donc là, on l'a mesuré à T plus 9 mois en particulier. Elles vont être jusqu'à 2 fois plus performantes que des personnes dont les besoins sont en décalage par rapport à ce que le poste obtient. Encore une fois, là, c'est vraiment à compétence égale, à capacité égale à faire le job. Autre élément, la progression va être plus rapide au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que, là encore, si on regarde donc les personnes qui sont hautement motivées, les personnes qui sont faiblement motivées, en moyenne, lorsqu'elles évoluent au sein d'une entreprise, donc les personnes qui sont hautement motivées vont avoir donc, en moyenne 2,4 promotions au cours de leur carrière au sein de l'entreprise, alors que les personnes faiblement motivées eh bien, vont connaître simplement 1,3 promotions. Autre élément auquel on aurait peut-être pu moins s'attendre, c'est la qualité de l'ambiance au sein de l'équipe dans laquelle les personnes vont évoluer. Quand on regarde eh bien, ce qu'il se passe au travers des équipes, pour analyser ce qui se passe au sein des équipes, on s'est appuyé sur eh bien, un module, un algorithme qu'on a développé il n'y a pas très longtemps, il y a 6-7 mois maintenant, qui est le module d'évaluation de l'affinité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes ont complété les évaluations SES-FIRST, maintenant ce qu'on peut faire, au-delà de prédire leur aptitude à réussir à s'engager en poste, c'est eh bien leur affinité professionnelle. Vous mettez 2 personnes ensemble, 3 personnes ensemble, 4, 5, 6, 12, 15, 20, est-ce que les personnes vont au final bien s'entendre? Est-ce que la collaboration va se passer de manière positive, naturelle, ou est-ce qu'on risque d'avoir des accroches? Ce que l'on a pu observer, c'est que lorsqu'on évolue dans une équipe au sein de laquelle les personnes sont globalement motivées par ce qu'elles font, on va avoir une affinité globale qui va être de l'ordre de 78% en moyenne, alors que lorsque les personnes sont peu motivées, même si elles ont des raisons de bien s'entendre, hein, qu'elles ont des modes de fonctionnement plus ou moins similaires, mais on va voir que ça va avoir un impact très très fort d'un point de vue négatif sur leur aptitude à travailler efficacement ensemble. Donc on va avoir une grosse chute qui va passer de 78 à 54% seulement d'affinité professionnelle en moyenne. Enfin, la durée de vie en poste va être également plus longue, c'est-à-dire que les personnes qui sont hautement motivées restent en moyenne pour l'échantillon que nous avons étudié 28 mois en poste, alors que les personnes peu motivées restent en moyenne 17 mois seulement en poste. Ceci, même si elles ont la capacité à réaliser des tâches, même si au final elles sont relativement performantes dans le job qu'elles occupent.
Alors, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de l'entretien de recrutement, au-delà de la prédiction de la réussite au travail? Clairement. On a vu en quoi c'était intéressant de le voir pendant le recrutement, en quoi c'était intéressant de le voir après le recrutement. Mais en fait, maintenant, on peut voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et là, en fait, c'est tout simplement voir globalement les personnes, comment elles vont s'intégrer vis-à-vis de leur organisation, donc c'est-à-dire au niveau de la culture de l'entreprise, au niveau de l'état d'esprit qui a cours dans cette culture. Au niveau du groupe, donc là au niveau de son équipe, mais également au niveau de son manager, donc comment est-ce que ça se passe lorsque je suis en interaction avec d'autres personnes ou alors que je suis sous les ordres de quelqu'un. Et ensuite le job, donc mon rapport à l'activité par rapport du coup aux tâches que je vais faire. Là-dessus, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce que on s'est rendu compte que le fait de postuler dans une entreprise, d'y évoluer, on n'a pas spécialement d'impact sur, ou en tout cas, on n'a pas forcément prise sur l'organisation, sur la culture de l'entreprise, on n'a pas forcément prise non plus sur l'équipe dans laquelle on interagit, ni sur notre manager. En revanche, on peut avoir une certaine prise sur notre job, nos tâches au quotidien. Et en fait, là, ce graphique est un extrait d'une étude qui a été menée par le Harvard Business Review, en fait, qui montrait les différences les différentes motivations, les différents facteurs de motivation tout simplement dans un job. Donc, c'est-à-dire globalement comment la façon de designer mon rôle, donc la fiche de poste, en quoi est-ce que ça va impacter mon job, l'équipe de leadership, comment est-ce qu'elle va impacter mon job, ma rémunération, etc., etc. Et en fait, cette étude révèle que, au final, le fait d'être avec le performance review tout en bas, le fait d'avoir un bon process d'évaluation de la performance va avoir un très faible impact s'il est mal fait. Il peut avoir un très bon impact s'il est bien fait. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est tout en haut, vous avez le role design. Et en fait, ce graphique, ce qu'il vous dit, c'est que lorsque votre job est construit de manière en fait, très pauvre, c'est-à-dire que vous ne savez pas forcément ce que vous devez faire, vous ne savez pas sur quoi vous êtes attendu, en fait, votre motivation, elle peut chuter drastiquement, alors qu'à l'inverse, elle peut complètement exploser. Et ce qui fait que le role design a le plus gros impact au final sur la motivation. Et ça, pourquoi on le dit? C'est parce que lorsque on postule à un job, et notamment lorsqu'on évolue, on a prise sur ce qui est attendu de nous, on peut avoir son mot à dire, alors que sur le reste, c'est un peu plus compliqué. Et là, on a extrait en fait ce qui nous paraissait le plus intéressant vis-à-vis du graphique qu'on a vu. Donc en première position, il y avait la fiche de poste, donc la manière dont le job est construit, la culture organisationnelle, donc l'environnement dans lequel je vais évoluer, la possibilité de progression hiérarchique, donc comment est-ce que je peux me projeter dans l'entreprise, le leadership management, comment est-ce que je suis, comment est-ce qu'on me guide dans mon évolution au sein de l'entreprise, donc comment est-ce qu'on m'intègre aussi, et la rémunération qui arrive en tout dernier lieu finalement, parce qu'en fait c'est pas forcément ça qui va favoriser notre motivation au poste. Et tout ça pour ça, parce que du coup la formalisation des attentes va avoir en moyenne 87% de variance sur la satisfaction au poste. Hop, hop, hop. Donc, comment est-ce qu'on fait pour intégrer concrètement ces collaborateurs après le recrutement? D'une part, il faut aller, du coup, définir les attentes pour ce job, donc savoir ce qu'on en attend, et ensuite, d'autre part, évaluer le fit du candidat avec le job. Donc, comment est-ce que il va se retrouver par rapport à ce qu'on attend de lui? Ça passe d'une part par les motivations, donc en fait, qu'est-ce que le job va nécessiter de faire? Quelles envies est-ce qu'il faut avoir pour ça? Est-ce qu'il faut avoir envie de recruter, de rencontrer beaucoup de gens? Est-ce qu'il faut avoir envie de faire un travail hyper pointilleux? Est-ce qu'il faut avoir envie d'avoir énormément d'influence sur les autres? Ça, c'est une chose, mais on l'a dit tout au début, il faut pas non plus oublier l'aspect personnalité. Donc, comment est-ce que je vais me comporter par rapport à mes motivations, par rapport à ce que je veux faire? Comment je vais les mettre en action? Comment je vais les rendre concrètes? Là-dessus, on va avoir du coup tous nos collaborateurs dans notre entreprise et sur un poste en particulier. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est que par rapport à tout ça, donc par rapport à ce qu'on en attend et par rapport à ce qu'ils sont capables de délivrer,
comment est-ce qu'ils se positionnent. On va avoir d'un côté à droite les A players, donc ceux qui surperforment, qui se montrent satisfaits dans leur job et qui en fait arrivent à évoluer. Donc ça, ce sont des personnes qui sont déjà en poste. Et les B et C players, qui vont être les personnes qui s'y retrouvent peut-être un petit peu moins, qui font le job parce qu'ils savent le faire, mais qui vont pas forcément se défoncer à la tâche. Et ça va être hyper important de catégoriser très clairement ces personnes. On va avoir d'une part les personnes qui, en ordonnée, sont hyper performantes, ou enfin en tout cas leur positionnement sur leur performance. En abscisse, leur positionnement sur la satisfaction. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est identifier les personnes qui, en fait, ne se retrouvent pas du tout dans le job et qui, du coup, peuvent, en fait, faire un peu couler la dynamique de l'équipe, finalement, un peu saboteur ou alors le cynique. Et ensuite, les personnes qui, à l'inverse, surperforment et s'y retrouvent complètement. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est tout simplement pour identifier les personnes en fait, qui illustrent, qui illustrent le job qui incarnent leur job, de ceux qui ne l'incarnent pas tout simplement, et nous permettre de construire un modèle là-dessus pour savoir globalement par rapport aux motivations que mes candidats vont présenter, comment est-ce que je fais pour dans quelle case je peux les mettre avant même de les avoir intégrés. Ça va passer du coup par le job. Donc comme David l'a dit, là ça va être vraiment tout l'aspect moi mes tâches au quotidien, dans ce que je veux faire, donc comment je veux le faire, sous quelle modalité, dans quel cadre je veux le faire aussi, c'est mon environnement aussi, est-ce que je veux qu'il soit plutôt fun, est-ce que je veux qu'il soit très sérieux, est-ce que je veux avoir énormément de rigueur dans mon job, ou alors est-ce qu'au contraire je veux pouvoir choisir la façon dont je travaille, est-ce que je veux avoir un très bel équilibre personnel, ou alors est-ce qu'au contraire je veux pouvoir concilier comme je le veux et pouvoir me donner à fond lorsqu'il y a besoin, et aussi pouvoir me reposer quand il y a moins besoin, ou alors être totalement constant, et pourquoi je veux le faire. Donc fondamentalement, qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que je suis là pour remporter régulièrement des succès, ou alors est-ce que c'est pas un facteur principal de ma motivation, ou est-ce que je vais vouloir aider les autres, etc., etc. Donc ça, très concrètement, ça va répondre aux questions. Quelles sont les activités que vous prenez le plus de plaisir à réaliser, et quelles sont celles qui sont contraignantes pour vous? Et ça, c'est hyper important de pouvoir l'évaluer avant même l'intégration, parce que ça va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui est potentiellement un très bon point fort de votre collaborateur, mais aussi un point d'attention. Et ça va tout simplement vous rendre capable de l'intégrer au mieux en adaptant tout le process. Ensuite, sur les activités, là, ce sont des activités qu'on évalue dans le questionnaire Drive également. Donc, est-ce que je vais plutôt privilégier des activités à la réflexion, donc à la stratégie ou à la conception de choses, ou alors plutôt dans l'action, du coup à propulser des projets, ou alors tout simplement à les faire aboutir, donc les perfectionner, veiller à ce que tout soit au clair, à tout ce que soit nickel. Ou alors est-ce que je vais plutôt privilégier des activités liées à l'interaction, donc coordonner des personnes, coordonner des projets, ou alors promouvoir en interne mes projets ou mon entreprise, ou alors aussi soutenir les gens, donc être là pour eux. Là, c'est l'aspect activité, donc tout ce que je vais faire au quotidien. Ensuite, là, sur l'aspect groupe, il y a d'une part, effectivement, l'aspect est-ce que je m'y retrouve dans mon équipe, et ça, on peut le mesurer au travers de l'affinité entre les personnes, mais également un sujet hyper important dans l'intégration de vos collaborateurs, ça va être en fait le fit, donc la compatibilité entre la personne et son manager, c'est-à-dire les besoins en termes de leadership, les besoins de guide de votre collaborateur en face de ce que le manager va concrètement pouvoir délivrer. Hop. Là-dessus, il va y avoir 6 styles de leadership bien distincts. Certains plus axés sur l'aspect humain des choses, d'autres sur l'aspect plus résultat. Donc participatif, donc faire impliquer tout le monde dans les prises de décision. Empathique, les personnes qui vont plutôt chercher à être là pour les autres, à être là pour faire progresser. Le coach qui va plutôt en fait mettre des actions concrètes à faire pour évoluer. Le directif qui en fait tout simplement peut donner la direction à suivre, comme son nom l'indique. Le gagneur qui va tout simplement dire en fait faites comme moi, c'est-à-dire moi je sais comment est-ce qu'on fait pour gagner, donc suivez-moi. Et le visionnaire qui va être plutôt le manager qui va en fait donner la vision d'ensemble, qui va donner l'objectif final et va être là aussi pour impulser l'activité. Donc tout ça en fait on est très différents par rapport à ça tous.
Et nous, les questions auxquelles on répond, c'est qu'attend un collaborateur de son manager et en fait, quel est le style de leadership qui représente le mieux la façon de faire, la façon dont il veut évoluer dans l'entreprise, la façon dont il veut être managé et concrètement, comment est-ce que ça se caractérise dans le job. Et ça, on le voit en fait par un listing dans le questionnaire Drive, dans les résultats, un listing des styles desquels on est le plus proche et qui vont le plus nous parler. Et enfin, au niveau de l'organisation, donc au niveau de l'environnement dans lequel on évolue, on va répondre aux questions dans quel cadre de travail est-ce que la personne apprécie de travailler et à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne va pas supporter. Donc, est-ce qu'il va plutôt être porté sur un environnement qui sera focalisé sur l'atteinte des résultats tout en gardant une certaine flexibilité, donc une dynamique d'innovation, ou alors très résultat et aussi très rigoureux, donc là plus une logique de compétition, ou est-ce qu'à l'inverse, il va y avoir un aspect, la personne va rechercher un environnement de travail plus porté sur l'humain en soi, donc sur la collaboration ou sur l'organisation. Là, tout ça, en fait, on va pouvoir le mesurer, l'évaluer et positionner les gens sur leurs besoins fondamentaux pour tout simplement comprendre de quoi ils vont avoir besoin lors de leur intégration. Donc ça, en fait, on a pu le voir pour un recrutement, pour après le recrutement, ensuite pour aussi l'intégration. Mais en fait, la vie du collaborateur ne s'arrête pas à son premier poste dans l'entreprise. La mobilité interne existe. Et ça, c'est pour ça en fait qu'on a aussi développé un outil qui nous permet de mesurer le potentiel d'évolution des personnes au sein d'une entreprise sur ces critères de est-ce que je peux le faire et est-ce que je veux le faire également. Donc, est-ce que je vais besoin de me donner à fond ou alors est-ce que je vais réussir facilement pour atteindre les objectifs qui me sont fixés et est-ce que je vais complètement m'y retrouver, m'épanouir ou alors est-ce que je vais être plus frustré. Et ça, c'est hyper important à 6 mois, 1 an, aussi en fonction des besoins, des desiderata du collaborateur, de pouvoir mesurer en fait vers quoi est-ce qu'il peut évoluer dans l'entreprise. Et ça, très concrètement, on va aller rechercher là où elle va réussir facilement et où elle va avoir le plus de potentiel de s'épanouir. Voilà en fait ce qu'on voulait vous dire concernant les motivations de vos candidats, de vos collaborateurs et surtout sur la meilleure manière de pouvoir les évaluer bien sûr au moment du recrutement. Mais on a vu aussi que c'était très 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 important de pouvoir prendre en compte l'analyse qu'on a fait de ces motivations au moment du recrutement pour bien gérer bien sûr l'intégration des personnes, mais également leur management au long cours. D'ailleurs à ce sujet c'est assez marrant ce qu'on observe, c'est-à-dire que allez, on va dire dans 80-85% des cas, c'est vrai que souvent nos clients vont nous solliciter sur les problématiques de recrutement, mais après très 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 rapidement, une fois qu'ils ont optimisé leur processus de recrutement, on voit la plupart d'entre eux décliner justement ces méthodes, ces process, à la fois pour la gestion des personnes en interne, donc pour valider les projets de mobilité, pour identifier les hauts potentiels, mais aussi tout simplement parfois pour manager les personnes au quotidien. Donc comme on vous a dit tout à l'heure, donc on va permettre à chacun d'entre vous, on va vous offrir la possibilité, bien sûr si vous le souhaitez, de compléter le questionnaire Drive. Donc on va vous envoyer un petit lien, vous créez un petit compte, et puis vous n'aurez qu'à passer une petite dizaine de minutes pour compléter ce questionnaire. Et vous verrez que vous découvrirez énormément d'informations dans le rapport Drive, dont certaines sont très utiles bien sûr au moment de la sélection, mais également d'autres qui pourront être utilisées notamment pour faciliter l'intégration et le management des personnes. Avec toute une page même que vous pouvez de conseils de management que l'on peut remettre au manager opérationnel pour lequel on recrute. Donc écoutez maintenant si vous avez des questions, ce que je vous propose c'est d'utiliser le petit panel à droite et puis de nous poser vos questions et puis nous allons y répondre tout simplement. Alors, hop, je vais juste ouvrir ça. Donc. Non, c'est pas une question. Ok, pas mal. Hop là. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier les motivations qui permettent de réussir dans un poste particulier? Alors,
Pour ça, en fait, on va réaliser ce qu'on appelle un projet Talent Review, c'est-à-dire que très concrètement, la meilleure manière de procéder pour identifier justement qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont motivées ou pas dans l'activité, en fait, ça va être de leur faire passer les évaluations Drive, mais vraiment sur votre population. C'est-à-dire que nous, on est vraiment, on est vraiment convaincus que ce n'est ni vous ni nous en fait qu'allons avoir la bonne réponse. Quand on cherche à savoir qu'est-ce qu'il faut concrètement pour réussir, que ce soit du point de vue de la personnalité ou des motivations dans un poste, mais la meilleure manière de procéder, c'est vraiment justement d'identifier parmi les personnes qui sont en position de réussite chez vous, eh bien, on va leur faire passer le questionnaire de motivation. Et ensuite, une fois qu'on a recueilli pour un échantillon significatif de ces personnes, eh bien, leurs résultats sur le module Drive, on va pouvoir conduire des analyses statistiques en interne chez Assessfirst sur votre population et on va pouvoir faire ressortir quelles sont les motivations particulières qui vont distinguer parmi les meilleures, quelles sont celles qu'on va retrouver statistiquement le plus souvent. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre souvent d'aller au-delà des a priori qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que notamment ce qu'on observe beaucoup dans le cadre du recrutement des commerciaux, c'est que souvent le manager, le directeur commercial va nous dire quand on l'interroge, il faut des gens qui soient motivés par le fait d'avoir de l'argent, motivés par le challenge, motivés peut-être par le fait de pouvoir rencontrer souvent des personnes. Mais ce que l'on a observé extrêmement régulièrement lorsqu'on a fait des études sur des populations commerciales pour mettre en place des modèles prédictifs, c'est que ces motivations, donc le fait de gagner de l'argent, le fait de se dépasser, d'avoir des challenges, le fait d'être au contact des autres, au final, ça va caractériser aussi bien ceux qui réussissent très bien que ceux qui réussissent moins bien. C'est-à-dire, au final, c'est pas ça qui va permettre de créer une vraie différence. Donc, en réalisant cette étude chez vous, in situ, en interne, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on va aller regarder ce qui se passe concrètement chez vous, on va ressortir les éléments qui ont le plus d'impact sur la réussite, l'engagement au travail, mais surtout, ça va permettre aussi de casser certains stéréotypes. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, on va pouvoir ouvrir beaucoup plus, le scope des profils que l'on va pouvoir sourcer. Une autre question qui est un peu liée, c'est du coup, en gros, je reformule. Du coup, quelle est la quantité, on va dire, minimale de personnes que l'on doit évaluer pour que ce soit pertinent? Alors, c'est vrai que ça va être extrêmement lié à votre population totale. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez 5000 collaborateurs et 5000 collaborateurs et qu'on en a 50, ça va pas le faire en fait, ça va pas fonctionner parce qu'en gros l'échantillon va pas être représentatif de la population à laquelle on s'adresse. Par contre, si vous avez par exemple, je sais pas, une cinquantaine de commerciaux et faire une étude sur à peu près 25, c'est-à-dire on va avoir à peu près la moitié, on a vraiment des résultats qui commencent à être particulièrement significatifs. Donc c'est vraiment ce chiffre, il est vraiment à apprécier. Donc le nombre minimum de personnes à intégrer dans l'étude, il est vraiment à apprécier au regard de votre population globale. Mais généralement, pour une population d'à peu près 50 personnes, à partir du moment où on en a à peu près la moitié, environ la moitié qui complète les évaluations, on commence à avoir quelque chose de cohérent. Alors, autre question de Bruno. Donc, bonjour Bruno. On sait que le questionnaire SHAPE est valide environ une année. Qu'en est-il du drive? À quel rythme la motivation évolue-t-elle? Alors ça, c'est une super question, Bruno. En fait, est très très intéressante et hyper important d'avoir bien ça en tête. Alors en fait, ce qu'on peut observer quand on analyse tous les facteurs qui sont liés au potentiel, c'est que donc il y a les trois facteurs. Pour rappel, donc on a les capacités intellectuelles, donc le raisonnement, les motivations, la personnalité. Donc, le raisonnement, en gros, ça va évoluer jusqu'à à peu près 25 ans. On a nos capacités qui se développent jusqu'à 25 ans. Et passé 25 ans, après, ça va plutôt avoir tendance à se stabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre de nouvelles choses. Bien sûr, on va apprendre tout au long de notre vie. Mais en tout cas, le moteur, le processeur, la vitesse à laquelle on peut apprendre, le type de complexité qu'on peut appréhender, ça va être fixé à peu près aux alentours de 25 ans. En ce qui concerne la personnalité, ça évolue jusqu'à une trentaine d'années. Après, donc quand on fait ce qu'on appelle des tests-retests, par exemple, on évalue la personnalité d'une personne à un instant T, à T plus 15 jours, 100 jours, 300 jours, 900 jours, 600 jours, 900 jours, et ainsi de suite. En gros, ça évolue. Alors, c'est vrai que, donc vous dites, Bruno, ça évolue, c'est valide environ une année. En fait, on se rend compte que pour certains traits, c'est même beaucoup plus que ça. Mais en effet, quand on combine à la fois les aspects relationnels, les aspects liés à la façon dont on va appréhender les problèmes, les situations et surtout la partie émotionnelle, en effet, c'est à peu près un an. Mais en gros,
ce qui peut le plus facilement évoluer, ce sont les aspects émotionnels. Donc, vous évaluez une personne, je sais pas moi, à un instant T et un an après, si la personne a vécu des événements de vie un peu compliqués, bah oui, on se doute bien que sa capacité à voir les choses de manière positive, sa capacité à gérer ses émotions, ça peut évoluer quand même pas mal. Après, c'est la partie relationnelle. Donc, on peut voir assez facilement le leadership d'une personne se développer, les capacités d'empathie s'épanouir. En revanche, c'est vrai que tout ce qui a trait à la manière d'appréhender l'information, par exemple, une personne créative, même au bout de 2 ans, elle va rarement se retrouver complètement conventionnelle ou le contraire, quoi. En revanche, les motivations, en effet, eh bien là, c'est beaucoup plus sujet à une évolution rapide. C'est-à-dire que si, par exemple, hein, vous prenez une personne qui sort d'une période de chômage, qui va peut-être avoir besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin de rémunération, bah, vous la réévaluez 6 mois après, 9 mois après, elle est maintenant parfaitement intégrée dans l'entreprise, donc elle a peut-être moins de problèmes d'argent, moins de problèmes de reconnaissance. Et ben, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir observer un déplacement de ses motivations. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant de le faire plusieurs fois de suite, parce qu'il y a quand même certaines motivations, souvent fondamentales, qui ne bougent pas. C'est un petit peu nos moteurs fondamentaux, nos moteurs premiers, ceux qui nous attirent, qui nous animent, pardon, véritablement. Donc, ce qu'on peut conseiller de faire, là encore, hein, bon, on peut l'évaluer. Nous, ce qu'on conseille, c'est de repasser le questionnaire une fois par an. En dessous, ouais, ça peut motiver, mais souvent pardon, ça peut changer, mais les changements sont souvent assez peu significatifs. Alors, est-ce que les 80, donc un autre Bruno, donc bonjour Bruno, également, donc les 80% de candidats qui cherchent un job plutôt que ce job sont donc à écarter, donc c'est une question. Non, les personnes ne sont pas forcément écartées parce que, bah, bien évidemment, en fonction de la situation dans laquelle on est, on peut tous être amenés à un moment donné ou à un autre, justement, bah voilà, à soit avoir un petit accident, soit tout simplement avoir besoin d'un job, hein, parce qu'on est dans une société où on a besoin d'argent pour que ça fonctionne. Donc non, les personnes ne sont pas écartées, mais il faut savoir aller au-delà de ce que la personne donne à voir d'elle-même et de cette envie d'avoir juste un job pour aller creuser justement au-delà, bah, qu'est-ce qui fondamentalement l'anime. Parce que bien évidemment, bah, quand on est en position d'inconfort total, c'est un peu la pyramide de Maslow, hein. Si on n'a pas son besoin premier de sécurité qui est satisfait, c'est compliqué d'activer les besoins supérieurs. Mais bien évidemment, ça souvent c'est une situation temporaire. Une fois qu'on a un job, bah, ça y est, il y a d'autres choses qui vont prendre le dessus, ce qu'on vient de voir juste avant. Donc il faut pouvoir, notamment au travers justement de Drive, aller creuser, aller au-delà des apparences, au-delà de ce que la personne donne à voir de prime abord pour bien détecter comment fonctionne la personne. Ah, super intéressant, Virginie. Question de Virginie, donc bonjour. Vous avez mis en évidence les conséquences des différences de motivation entre des candidats ayant des compétences équivalentes. Quid d'un candidat un peu moins qualifié, mais à la motivation débordante? Alors là encore, ça c'est vraiment une question qui est hyper intéressante. Oui, en effet, il faut savoir parfois recruter des personnes qui auraient peut-être moins de compétences techniques, qui auraient peut-être moins de facilité pour faire le job, mais qui auraient des motivations qui sont des mo- alors, quand vous avez mis la motivation débordante, moi je mettrais les motivations qui ont des motivations débordantes. Parce que là encore, hein, il faut quand même se méfier des personnes. Enfin, quand vous voyez en entretien, par exemple, une personne qui est pendant l'entretien, qui va vous montrer qu'elle veut à tout prix avoir ce job, elle est très intéressée par l'ambiance qu'il y a dans votre boîte, par ce que vous offrez, par les perspectives. Il faut bien faire la différence. Moi, j'ai une petite image pour ça, c'est souvent l'image du tandem. Vous voyez, en vélo, en fait, vous avez un tandem, bah, c'est vous qui êtes devant, le candidat, faut imaginer qu'il va être derrière. Bah, il y a des candidats qui sont là, qui seront très contents de monter sur le tandem et de se mettre un peu en roue libre, d'accord? Parce que voilà, ils aiment bien le voyage, ça leur semble sympa, ça a l'air cool. Et il faut les distinguer, ces candidats, des candidats qui auront la capacité à pédaler avec vous, en gros. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir avoir un job, de démontrer une envie, mais avoir une envie, c'est pas la même chose qu'avoir des besoins fondamentaux qui sont en ligne avec ce que vous offrez dans le cadre de votre entreprise, dans le cadre de l'équipe pour laquelle vous recrutez et pour faire les missions qui seront confiées à la personne. Donc toujours bien faire attention quand même à ce que, au-delà de ce que la personne donne à voir en termes d'enthousiasme, elle ait bien ses motivations fondamentales. Par contre, je vous rejoins tout à fait, hein, si la personne a les motivations, les besoins fondamentaux qui sont en ligne avec ce que vous offrez pour le job, ouais, parfois il faut savoir faire passer ce type de candidature
avant une personne qui serait hautement qualifiée pour faire le job, mais qui serait peut-être moins prompte à se mettre en mouvement, on va dire. Alors, Bénédicte, bonjour, sur quel type et ampleur d'échantillon a été établi le questionnaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc Drive, donc c'est un questionnaire qui a été totalement refondu. Enfin, le questionnaire de motivation Assess First, donc qui s'appelait avant MF20, il est devenu Drive. Donc là, on a fait, c'est pas seulement une adaptation, hein, qu'on a une petite adaptation à la marge, ça a été une refonte totale du modèle théorique. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ça a fait l'objet de plus de 2 années et demie de validation, mais avant, on a travaillé dessus énormément. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé initialement, alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais de tête, c'est sur un peu plus de 5000 personnes à la base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on a aujourd'hui plus de 5 millions de personnes chez Assess First qui ont complété les évaluations Assess First. Bien sûr, il y en a un peu moins pour Drive que pour Shape, hein. Mais là, on est sur un rythme de croissance qui est extrêmement important. Et donc, aujourd'hui, à chaque fois qu'une personne complète le questionnaire Drive, eh bien, les résultats vont être intégrés à la base de données, à la base d'étalonnage Assess First, ce qui fait qu'en gros, le questionnaire s'améliore automatiquement. C'est-à-dire qu'on s'est dit à un moment donné, c'est trop bête de pas utiliser la technologie, de faire comme tous les autres éditeurs sur le marché, c'est-à-dire en gros de vous permettre d'avoir une version réétalonnée tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. En fait, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on a un système de mise à jour automatique des étalonnages. Et alors, bien évidemment, hein, ça va pas changer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en avez suffisamment de personnes dans une base de données, en fait, c'est un peu comme la tectonique des plaques. C'est-à-dire que ça va se déplacer très lentement. C'est même complètement imperceptible pour vous. Mais ça nous permet d'avoir des résultats qui soient toujours à jour. Et surtout, ce qui est bien, c'est que plus on a de candidats dans la base de données, plus l'étalonnage va pouvoir être extrêmement fin. C'est-à-dire, on va pas simplement faire un étalonnage par classe d'âge, par sexe, mais ça peut être en fonction de la localisation. Est-ce que la personne est en France? Est-ce qu'on a vers un profil qui est en Chine, qui est en Australie, qui est au Brésil ou en Russie? On va pouvoir également prendre le type de fonction que la personne occupe, le type de niveau, le niveau hiérarchique de la personne et ce genre de choses. Facilement lisible, interprétable par les collaborateurs eux-mêmes. Alors Bruno demande. Non, c'est Claude qui. Ah oui, pardon, Claude. Bonjour. Ah oui, bonjour Claude. Donc le rapport individuel Drive est-il facilement lisible et interprétable par les collaborateurs eux-mêmes? Ouais. Alors ce qu'on a fait justement, c'est qu'on s'est énormément attaché à la lisibilité justement des résultats. Donc comme vous pourrez le voir en complétant vous-même le questionnaire Drive, donc suite à l'envoi des identifiants qu'on va faire, c'est que donc déjà bon, ça prend 10 à 12 minutes grand max, mais derrière on a vraiment tout le détail et on a soigné énormément la présentation des résultats pour favoriser leur appropriation. Bien évidemment, d'une part, par le recruteur, par la personne qui va, on va dire le talent manager, hein, la personne qui va gérer les talents en interne, mais aussi par le candidat. Parce que ça, c'est vraiment un point qui est crucial, capital pour nous. C'est-à-dire que faire en sorte que le candidat, que le collaborateur puisse se saisir des informations qu'on va pouvoir produire hein, sur lui-même, parce qu'au final, si vous en servez pour prendre de meilleures décisions concernant la gestion de sa carrière, concernant son recrutement, pour lui, c'est quand même, pour lui ou pour elle, ça va quand même être fondamental, parce que c'est quand même de la personne dont on parle et de ça. Donc, plus vous donnez d'informations et d'informations structurées, agréables à appréhender pour une personne sur elle-même, plus elle va pouvoir se saisir de son propre profil, de ses propres potentialités pour devenir actrice véritablement de son développement. Alors. Donc Eduardo, donc question, donc comment évaluer le poids de la rémunération? Plusieurs façons de rémunérer, salaire, jours libres, les perks and benefits. La première motivation du candidat viendra toujours de ce qu'on peut lui offrir d'entrée. Alors en fait, donc on a un facteur, comment dire, on a un facteur en fait dans Drive qui permet d'évaluer justement l'impact que va avoir l'aspect rémunération sur la capacité de la personne à se mettre en mouvement, sur son envie justement de se dépasser, de faire plus, délivrer plus, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça va vous donner, comment dire,
ça va vous donner une bonne indication, c'est-à-dire que cette motivation, si elle arrive tout en haut, si elle est beaucoup plus développée que toutes les autres, par exemple, beaucoup plus développée que l'envie de remporter des succès, que l'envie de se dépasser, que l'envie de coopérer avec les autres, bon, bah, ça veut dire tout simplement qu'en effet, bah, ça a vraiment un impact crucial. Mais après, ça sera toujours pendant l'entretien, bien évidemment, que vous pourrez savoir exactement où la personne met la barre. Parce que c'est pas la même chose bah, d'être payé, je sais pas moi, 1500, 1700 euros par mois et d'avoir un fort score sur cette motivation et d'être payé 12 000 euros net par mois, par exemple, et d'avoir encore un score hyper élevé sur ce type de motivation. Donc là, c'est là où votre rôle est vraiment capital en tant que recruteur, que vous évoluiez dans une entreprise, dans un cabinet de conseil en recrutement. Ça va être à partir des résultats de pouvoir faire rebondir la personne sur ces résultats pour leur donner du sens tout simplement. Alors, autre question de Maxime. Donc, bonjour Maxime. Donc, le manager a-t-il une latitude pour faire entrer les motivations d'un candidat dans son mode de management? Ou alors, doit-on considérer que si les motivations ne correspondent pas, il n'y a pas de collaboration efficace possible? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, bien évidemment, les personnes sont pas, on n'est pas des robots, hein, on est tous plus ou moins entre guillemets élastiques, adaptables. Donc, bien évidemment, il faut quand même qu'il y ait un potentiel d'affinité, un potentiel de fit qui soit existant. Hein. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte, par exemple, que le fit entre le manager et le candidat que vous lui présentez est de 4%, 12%, 5%, 7%, c'est sûr que ça peut rendre les choses compliquées. Ceci étant dit, à partir du moment où on a une affinité, un fit qui vont être supérieurs qui vont tourner aux alentours de 50-60%, franchement, c'est quand même un très, 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 très bon début. Même à partir de, ouais, on va dire, voilà, à partir de 50 à 60%, ça commence à être très, très bien. Après, justement, l'idée, ça va être de donner suffisamment de billes au manager pour bien le renseigner sur comment fonctionne sa candidate ou son candidat, quels sont les leviers sur lesquels il va pouvoir agir pour renforcer la satisfaction, l'engagement au long cours de sa collaboratrice, de son candidat, et surtout aussi ne pas hésiter à donner plus d'informations au candidat sur tout simplement le mode de fonctionnement de la personne, de sa manager, de son manager, de la personne dont il va rejoindre l'équipe. En fait, ces outils, vraiment, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'ils ont un pouvoir prédictif qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que c'est pas pour en faire des tonnes, mais on voit bien quand on met en place justement des modèles prédictifs, des projets de recrutement prédictifs au sein des entreprises, on a vraiment des résultats qui sont très 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 impressionnants. Notamment, on arrive à recruter des collaborateurs plus performants, plus engagés, qui vont rester plus longtemps. Et ça, on va le mesurer véritablement à 12, 24, 36 mois. Mais c'est pas une boule de cristal non plus. C'est-à-dire que nous, on vous invite véritablement à utiliser l'ensemble de ces outils comme aussi des outils qui doivent favoriser l'échange, la rencontre, la discussion, entre les personnes. Ça peut être au sein d'une équipe, ça peut être entre un manager et ses équipes, mais en tout cas, vraiment utiliser ça. On a aujourd'hui des clients qui font des choses vraiment extraordinaires avec nos outils. Notamment, j'ai vu qu'ils sont en ligne actuellement, donc Air France, qui réalise des choses incroyables, notamment du point de vue de l'animation de la communauté des managers PNC. Enfin, voilà, on peut que vous encourager à aller dans ce sens. En plus du rapport, donc question de Bénédicte, donc en plus du rapport remis au candidat, un test de restitution est-il obligatoire? En gros, j'imagine la question c'est est-ce qu'il y a une restitution qui est obligatoire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la restitution, elle est obligatoire à partir du moment où le candidat vous en fait la demande. C'est pour ça que pour vous faciliter la tâche, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, systématiquement, qu'un candidat termine de compléter ses évaluations Assess First, ça peut être sur le raisonnement, les motivations, la perso, on va lui donner accès à un premier niveau d'information sur ses résultats. Donc, à partir du moment où la personne a cette restitution, ça vous dégage, vous, de l'obligation légale de faire une restitution. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoirement orale. Elle doit être à minima orale, mais si vous remettez quelque chose d'écrit, ça va au-dessus de la restitution orale. Donc, pourquoi on a fait ça? Bien évidemment, là encore, on sait très bien que c'est toujours mieux de faire une restitution orale si vous avez le temps, si vous en avez la possibilité. Mais ce qui est important en tout cas, c'est que c'est aussi que la solution elle soit en phase avec la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous postez un job et que vous avez 200, 300 candidatures, on sait très bien que vous n'allez pas faire 300 restitutions avec vos candidats. Parce que si vous avez 5-6 jobs en parallèle, ça va vite être infaisable. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est encore une fois donner accès aux candidats à ces résultats de manière à ce qu'ils puissent
se saisir de toute cette richesse d'informations qu'il peut avoir sur lui-même. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a de plus en plus de candidats de nos clients qui postent leurs résultats sur LinkedIn. Il y en a même une candidate il y a quelques semaines qui a fait tout un article un peu dithyrambique sur tout ce que lui avait appris ses résultats. Donc, ce qu'on observe surtout, c'est l'impact que ça peut avoir très très fort sur la qualité de votre image employeur, sur votre marque employeur. Donc, d'utiliser justement ce type de solution qui automatise un petit peu la restitution. Il faut lire un entretien de restitution. Ouais, bon, c'était ça. Alors, question de Christine. Vous avez parlé du fit entre une personne et son manager. Cela rejoint le style de management dans les comportements clés. Doit-on approfondir le style managérial avec Drive? Alors là-dessus, pour identifier en fait le style de management d'une personne en particulier, donc vraiment comment est-ce qu'elle manage. Là, c'est pas le drive, c'est plus le shape qu'il faut aller voir, donc les comportements, comment est-ce qu'elle le fait. Globalement, enfin, en gros, le drive ne l'évalue pas, ne va évaluer que ce dont la personne a besoin, ce qu'elle a besoin de retrouver. Par contre, le shape sur beaucoup de dimensions comme la prise d'ascendance ou alors sur le fait de consulter avant de décider, ou en tout cas tout ce qui est rapport le rapport aux autres va nous donner des indications. Ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si vous voulez faire un lien, pour retenir de manière assez simple, en gros, Shape, ça vous permet d'identifier les styles de leadership du manager, et Drive, ça vous permet de comprendre à quel type de leadership, de management, le candidat va être le plus réceptif. Mais c'est vrai qu'après, en effet, ça peut être toujours extrêmement intéressant de valider la perso et les motivations des deux. Bien sûr. Et nous, on a déjà fait des projets où justement le Drive permettait d'identifier le besoin. Et en fait, vu que nativement l'application ne le fait pas, enfin n'identifie pas le style de leadership d'une personne, on a développé pour ces entreprises des modèles prédictifs pour identifier comment se caractériser les managers. C'est des choses qu'on a déjà faites. Alors Bruno, ah oui, ok, merci pour la dédicace. Air France. Je vous en prie, Bruno, on est tellement fiers justement de tout ce travail qu'on a fait avec vous et que vous avez fait surtout avec vos collaborateurs que on rate pas une occasion d'en parler, bien évidemment. Alors, Bénédicte, quel est le coût du test Drive? Alors en fait, c'est assez simple, ça va varier tout simplement en fonction du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire en gros, on a des offres pour un compte simplement, on a des offres pour 3 comptes, pour jusqu'à 10 comptes et jusqu'à 25 comptes. Après, on a un coût additionnel au-delà. Donc, ce qu'on vous proposera, donc bien évidemment, en gros, si vous voulez, on a des offres qui sont plutôt destinées aux grandes entreprises. Donc là, c'est 3, 10, 25 comptes et plus. Donc, la différence avec les offres que vous allez pouvoir trouver sur le web, donc qui sont plutôt pour les consultants qui ont une activité plus modérée ou les petites entreprises, c'est que sur l'offre entreprise, grande entreprise, vous allez avoir pas mal de fonctionnalités en plus, notamment la possibilité, de gérer la mobilité en interne. Donc là, on a totalement refondu le module de gestion de la mobilité. Vous avez la possibilité également d'analyser vos équipes, notamment avec Talent Mapper. Donc il y a pas mal de trucs en plus. Donc ce qu'on pourra faire, si vous voulez, c'est également vous envoyer une petite doc à chacun d'entre vous, donc en même temps que les identifiants de connexion et puis les slides de support. Et comme ça, vous aurez toutes les infos. Mais en fait, on a vraiment penser la solution pour qu'elle puisse être accessible à tout le monde. Et donc, ce qu'on a fait, en tout cas, que vous soyez petite entreprise ou très grosse entreprise, donc à chaque fois, on est sur des offres illimitées, c'est-à-dire qu'ils vont vous permettre d'évaluer autant de candidats que vous souhaitez pendant, alors, soit 1 mois, soit 12 mois, 24 mois, 36 mois, en fonction de vos besoins. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on est venu au bout des questions. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, vous pouvez les envoyer tout simplement en répondant au petit mail qu'on va vous faire parvenir dans la journée, donc avec les slides de restitution, avec la restitution de ces slides. Donc, en tout cas, il nous reste plus qu'à vous remercier infiniment pour votre participation. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets qui nous passionnent terriblement. Donc, merci de votre participation et puis à très bientôt pour la suite et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.